Une seconde. Voilà, bonsoir à toutes et à tous. On est très content d'être associés avec Manitou l'Hébreu et Midreshet Yehuda Manitou pour diffuser ensemble, en union, les lumières de Hanouka. On remercie Olivier Cohen et Bella Belange, c'est à toi, les lumières de Hanouka en 2023. Bechavod. Merci beaucoup, merci Brigitte, merci Johan. Bonsoir à tous. C'est toujours un grand plaisir pour moi de vous retrouver dans le cadre de Manitou l'Hébreu et de Midreshet Yehuda et de pouvoir échanger. En fait, l'année dernière, j'avais déjà fait une intervention sur Hanouka et je ne pensais vraiment pas en faire une autre cette année. Mais vu l'actualité brûlante, j'ai pensé qu'il était important de parler de cette lumière qui est bien particulière cette année, l'année 2023. C'est l'occasion de remercier Monsieur Olivier Cohen pour l'opportunité, ainsi que Johan pour son fidèle accompagnement. Nous approchons de la fête de Hanouka et dans 2 jours, jeudi soir, nous allons allumer la première bougie. Pendant 8 jours, cette lumière illuminera nos synagogues et nos foyers et nous contera l'histoire et l'héroïsme des Maccabées, ainsi que les miracles qui se sont produits dans le passé. Cette lumière nous éclaire aussi présentement, puisque nous chantons pendant l'allumage des bougies de la Hanoukia, en ce temps-là et de nos jours. Bayamim Haem, Azmanazé. Ce soir, je ne voudrais pas vous parler du passé, tel que je l'ai fait l'année dernière, mais du présent, des miracles ainsi que de l'héroïsme dont nous sommes témoins et que nous vivons actuellement et quotidiennement. En fait, la Hanoukia commémore les lumières de la Ménorah qui était au temple. Cette Ménorah qui éclairait tout Israël et Jérusalem. Cette Ménorah qui devint également un symbole qui permit au peuple juif d'exprimer sa foi et d'affirmer son identité avec courage pendant toutes les longues années d'exil. Depuis toujours, allumer les bougies de Hanouka à la tombée de la nuit, c'est refuser que règne l'obscurité. C'est retenir un peu l'éclat du jour pour affronter la noirceur des temps. C'est faire acte de résistance, à l'instar des Asmonéens, des Maccabim. C'est de cette résistance que je voudrais vous entretenir ce soir, de cette volonté à refuser l'obscurité et cet acharnement à combattre les ténèbres pour laisser place à la lumière. Mais mon propos sera sur les héros actuels, les héros d'Israël, les héros de l'année 2023. En fait, ces 3 dernières années ont été des années très perturbées et difficiles. Vous le savez et vous vous en rappelez. Il y a 3 ans, nous avons dû faire face au Covid. Aujourd'hui, cela nous paraît presque anodin. Mais rappelez-vous, cela nous paraissait insurmontable. Avec beaucoup de volonté et d'endurance, l'humanité a réussi à surmonter ce fléau. L'année dernière, il y a eu une grande scission au sein de la société israélienne. Cette scission, face à la réforme judiciaire et en revendiquant la démocratie. Les divergences de vues ont atteint tous les domaines, politiques, religieux, social, éducatifs et même économiques. On avait l'impression que le pays était en train de s'effriter. Certains ont même affirmé qu'ils étaient plus prêts à défendre ce pays s'il ne correspondait plus à leur idéologie. Et ont même affirmé qu'ils ne répondraient pas présents à l'appel de l'armée et se porteraient déserteurs si le pays était en danger. Mais il s'avère que la sécurité nationale de l'État d'Israël surmonte tous les obstacles et même les dissensions. Il y a 2 mois a éclaté une des guerres les plus dures de l'État d'Israël. Nous avons été emportés par un tourbillon, mais dès à présent, nous pouvons constater que le peuple d'Israël relève la tête, malgré son intense douleur. L'armée d'Israël remporte victoire sur victoire. Et peu à peu, nous prenons conscience du fait que nous avons échappé à un danger bien plus grave qui nous menaçait. Indépendamment de notre volonté, nous nous sommes retrouvés face au mal dans toute son ampleur. Nous avons assisté à ce que nous pensions ne plus jamais revoir dans l'histoire de l'humanité. La sauvagerie, la barbarie ont frappé aux portes d'Israël dans un seul but et unique, la destruction d'Israël et du peuple juif. Alors, alors que pendant la Shoah, les nations, stupéfaites de découvrir la cruelle machine d'extermination nazie, ont toutes déclaré non mort, plus jamais, et ont voté des lois à l'ONU pour protéger tous les êtres de la planète, les mettre à l'abri de la violence et de la destruction. Mais face au carnage du 7 octobre,
Les condamnations du Hamas sont loin d'avoir été unanimes. Ce crime qui a été commis n'est pas seulement un crime contre Israël, mais un crime contre les humains, un crime contre la paix, un crime contre ce processus qui semblait progresser, rapprochant Israël et les nations arabes. Ce silence et ce bégaiement des nations sont insupportables. Nous, Israéliens, avons appris avec effroi que des civils et des militaires ont été blessés ou tués, qu'il y avait eu des prises d'otages, y compris de nourrissons, de personnes âgées et d'enfants, actes qui sont inhumains. Ceux qui soutiennent l'insoutenable portent atteinte aux valeurs humaines. Il faudra qu'ils rendent des comptes devant la justice. L'extrémisme islamique est un danger majeur pour notre époque. La lutte d'Israël n'est pas uniquement un combat pour sa survie, mais un combat pour l'humanité. Le mal, la sauvagerie, la cruauté doivent disparaître de la planète pour laisser place à la fraternité. Le 7 octobre, en Israël, était un Shabbat, qui était également le jour de Simchat Torah, tel que vous le savez. La fête de la Torah, où toutes les synagogues, dans tout le monde entier, les fidèles chantent, dansent, les enfants accompagnent les adultes avec des petits drapeaux en carton et reçoivent des sachets de friandises. Comme d'habitude, les hommes sont arrivés à la synagogue enveloppés d'un talit, du châle de prière. Les fidèles, émus, priaient et attendaient l'ouverture de l'armoire sainte et la sortie des siffrets Torah. Lorsque tout d'un coup, la sirène a retenti. Surprise, stupéfaction, est-ce une erreur? Peut-être une mauvaise manœuvre? Mais le temps n'était pas aux questions. Après un petit moment de panique, tout le monde s'est très discipliné, est allé vers la pièce blindée en aidant les personnes qui avaient besoin d'aide. De la pièce blindée, nous avons entendu des tirs, puis ont commencé à jaillir des rumeurs. Il y avait parmi nous des personnes travaillant dans la sécurité qui ont commencé à nous faire comprendre que la situation était très grave. Lorsque nous sommes ressortis de l'abri, les rabbins ont décidé que nous allions continuer à prier, mais que nous renoncerions aux danses traditionnelles avec les siffrets Torah. Puis retentit une deuxième alerte. Nous descendons à nouveau à l'abri et nous étions déjà moins nombreux. À la sortie de la synagogue, nous avons constaté que beaucoup d'hommes s'étaient défaits de leurs vêtements de fête pour vêtir rapidement leur uniforme. Un petit sac à dos, accompagnés de leur épouse et de leurs enfants, ils se dirigeaient vers leur véhicule pour rejoindre rapidement leur unité. Ce n'est qu'à la sortie du Shabbat et fin de la fête que nous avons eu des informations précises sur les atrocités qui avaient eu lieu pendant Simchat Torah. Il est évident qu'il y a eu beaucoup de questions qui ont jailli. Comment sommes-nous arrivés là? Où étaient les services secrets? Y a-t-il eu des négligences de la part du gouvernement? Mais d'un accord tacite, la population a décidé que le temps n'était pas aux questions, mais à l'action. Comme dans toutes les familles, lorsque la guerre a éclaté, mes enfants et conjoints se sont portés volontaires, chacun à sa manière et dans son domaine. Un de mes fils n'a pas attendu d'être appelé pour revêtir son uniforme et regagner le front. Comme le monde entier, nous avons découvert au fur et à mesure l'ampleur des atrocités, chaque jour révélant la cruauté des assassins vides de sang, qui n'ont pas hésité à martyriser, violer, tuer, kidnapper avec haine une population civile. Après une absence d'une dizaine de jours, mon fils a pu rendre visite à sa famille. Et ma belle-fille a pris une photo des retrouvailles émouvantes du père avec ses enfants. Lorsqu'elle a envoyé cette photo, j'ai été stupéfaite. En 10 jours, mon fils avait vieilli de 10 ans. Des rides de douleur et de désarroi se sont incrustées sur son visage. Qu'a-t-il vu? Qu'a-t-il vécu? Je l'ignore. Une semaine après, il m'a téléphoné. Il n'était pas nécessaire que je lui demande comment il se sentait et comment il allait. Je le savais déjà. D'une voix grave, il me dit: Ima, c'est la guerre. Tout d'un coup, j'ai réalisé que cette génération n'avait pas vraiment connu de guerre, mais surtout des opérations militaires telles que Raisin de la colère, ou Rempart, ou Plomb durci. La seule guerre qu'il ait vécue dans son enfance fut la guerre du Golfe. Et comme tous les enfants, il chahutait au son de la sirène, mettait son masque et imaginait qu'il était un extraterrestre. Il ne réalisait pas le danger
ni la gravité du moment, d'autant plus que l'ennemi était au-delà de nos frontières. Je ne lui ai posé qu'une seule question. Dis-moi, dans tout cet enfer, dans ces ténèbres, pourrais-tu m'indiquer une lueur d'espoir, une petite lumière? Sans hésitation aucune, il m'a répondu. Notre peuple, nous avons un peuple formidable. C'est de ce peuple formidable que je veux vous entretenir ce soir. Notre peuple qui est la lumière d'Israël et qui cette année ne va faire qu'aviver, amplifier et donner un éclat particulier à la lumière de Hanouka. Quelle est la particularité du peuple d'Israël pendant cette guerre? Tout d'abord, face à cette attaque sauvage d'un élan spontané, chacun s'est senti impliqué. Alors que le peuple était divisé pendant si longtemps, comme par magie, on a pu constater qu'il n'y avait plus de dissension, plus de droite, plus de gauche, plus d'orthodoxes, de laïcs, mais un seul peuple. Pas un peuple uniforme, mais un peuple uni. Le peuple juif, le peuple d'Israël, qui refuse que l'on touche à son essence, qui refuse que l'on touche à son identité. Comme un seul homme face au danger, chacun a répondu présent et chacun était prêt à tout faire pour défendre Israël. En premier lieu, il y a eu les soldats, ceux qui ont été appelés et mobilisés, mais ceux qui se sont portés volontaires et qui voulaient prendre une part active à la défense du pays. Puis il y a eu les civils qui sont intervenus dans différents domaines. Et là, je vais un peu vous parler de tous ces domaines. Il y a eu d'abord l'alimentation aux soldats. Beaucoup de personnes se sont postées sur les chemins pour préparer et donner de la nourriture aux soldats qui étaient en route pour le front. Il est évident que les soldats ont pris leur uniforme, mais ils n'ont pas eu le temps de s'alimenter. Et vous voyez tout d'un coup plein de personnes qui sont là sur toutes les routes en train de leur donner de la nourriture, toutes sortes de nourriture, et on verra ça plus tard. Il y a eu également de l'aide aux familles de soldats. Les soldats sont partis. Les mamans sont restées seules avec les enfants, qui doivent assurer le travail, la maison et l'éducation des enfants. Certains ont très vite compris que la majorité des soldats laissaient derrière eux des familles entières qu'il fallait aider et parfois prendre en charge. Et croyez-moi, si nos soldats sont des héros, leurs femmes sont des héroïnes qui ont droit à toutes les médailles du monde. Ce sont des femmes formidables qui font face à la situation avec beaucoup, beaucoup de courage. Et puis, les gens se sont portés volontaires aussi pour instaurer des garderies d'enfants. Les tirs sur Israël ont provoqué la fermeture des structures scolaires et communautaires. En conséquence, d'une manière spontanée, se sont organisées des garderies avec des activités pour les enfants, afin de les distraire d'une part et de soulager un peu les mamans. Ces structures de fortune ont permis d'intégrer également les enfants du corps médical qui a été mobilisé dans les ambulances et les hôpitaux. Il n'y avait pas d'école, mais il fallait des structures pour les accueillir. Et puis aussi, il y a eu une aide et du volontariat pour la population qui a été déplacée. Il y a eu près de 250 000 personnes du nord et du sud qui ont été déplacées vers le centre du pays. Et grâce à l'aide du gouvernement, elles ont été relogées dans des hôtels, des auberges ou des appartements. La population civile s'est portée volontaire pour faciliter leur intégration en organisant rapidement des vêtements pour ces personnes de tous les âges, des jeux pour les enfants, des livres pour adultes et aussi des livres pour enfants, des services de pressing, de la garderie pour les enfants et puis des activités récréatrices. Maintenant, prenez en considération que face au danger, toutes ces familles ont dû quitter précipitamment leur domicile sans avoir le temps de prendre quoi que ce soit. Les volontaires aussi ont apporté une aide matérielle aux soldats. L'armée ayant intégré en très peu de temps beaucoup de soldats, il a fallu compléter le matériel de base, qu'il s'agisse de nourriture, de matelas, de gilets pare-balles, de casques ou autres. Il y a eu aussi un volontariat militaire. L'armée a fait appel à des volontaires dans le cadre de Sarel pour confectionner des paquets alimentaires ou tout autre besoin de triage, de rangement, de manutention. Dans les bases, les soldats étant appelés sur le front, il fallait donc qu'il y ait d'autres personnes et d'autres mains pour faire ce travail de manutention jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu aussi un volontariat agricole. La majorité des agriculteurs ont été mobilisés. L'agriculture était en manque de personnel
notamment dans les endroits où la main-d'œuvre était essentiellement palestinienne ou thaïlandaise, ce qui n'était pas accueilli à temps risquait de s'abîmer et d'être périmé. Il y a eu également un volontariat alimentaire. Les usines également ont eu besoin de main-d'œuvre pour continuer à produire et envoyer leurs produits sur le marché. L'industrie alimentaire a maintenu sa production grâce à l'aide de volontaires. Et puis le logement. Les personnes qui ont eu une résidence secondaire se sont proposées de loger des familles du nord ou du sud qui ont été déplacées. Par ailleurs, il y a eu aussi l'Organisation sioniste mondiale qui a fait appel en ce sens à toutes les personnes qui résident à l'étranger et qui auraient un appartement en Israël et se sont proposées d'affréter cet appartement afin que des personnes qui ont été déplacées puissent y habiter. Et il y a eu aussi une aide aux familles dont le père était à l'armée. Et ça, j'en ai parlé. Et là, je voudrais aussi détailler aussi une autre aide qui a été beaucoup d'initiatives qui réchauffent le cœur des mamans. Par exemple, telles que des préparations de Shabbat, de Chalot pour le Shabbat, telles que des préparations de repas pour le Shabbat. Il y a des personnes qui sont portées volontaires pour préparer pour ces mamans et pour ces familles, et pour essayer d'alléger les mamans. Et puis, il y a aussi des donateurs de l'étranger ou d'Israël qui décident de subventionner un repas pour la famille et qui peuvent aller chercher ou recevoir à domicile. Et ça aussi, c'est une très bonne initiative parce que ça met du baume au cœur aux mamans et surtout aux enfants. Et c'est ainsi que des familles ont de temps à autre une petite surprise, un falafel ou une pizza ou un hamburger pour le dîner. Par ailleurs, indépendamment de ce volontariat, il y a aussi les musées, les endroits récréatifs qui ont ouvert leurs portes gratuitement aux familles qui ont été déplacées, ainsi qu'aux familles de soldats. Il y a également les transports en commun. Les compagnies de transport à Jérusalem offrent des transports gratuits aux familles déplacées. Par ailleurs, depuis le début de la guerre dans les autobus, vous pouvez entendre au haut-parleur le message suivant. Chers voyageurs, en temps de paix comme en temps de guerre, nous sommes à votre service. Nous sommes avec vous et pour vous. Ensemble, nous nous renforçons. Bon voyage. Et là aussi, ça fait très chaud au cœur. Vous sentez que tout le monde est avec vous et que tout le pays est avec vous. C'est ainsi que depuis le début de la guerre, les civils volontaires ont maintenu l'économie et assuré le bon fonctionnement du pays. Dans les supermarchés, il y a toujours eu du pain, du lait, des œufs, des fruits, des légumes, ce qui est remarquable pour un pays en guerre dont la majorité des hommes a regagné le front. Mais qui sont ces volontaires? Qui sont ces personnes qui maintiennent le pays sans qu'ils soient sollicités? Il y a un élan spontané qui est venu de toutes sortes de personnes, de tous les âges. Il y a des retraités, il y a des étudiants, il y a des lycéens, il y a des jeunes de mouvements de jeunesse, il y a des juifs qui résident en dehors d'Israël et qui sont venus spécialement pour apporter leur aide. Et il y a aussi des non-juifs qui résident en dehors d'Israël et qui se sont sentis solidaires, concernés et qui sont venus aussi se porter volontaires. Et puis, indépendamment des personnes que j'ai citées et des volontariats que j'ai cités, il y a eu également des professionnels qui se sont associés afin d'offrir des services gratuits à la population, essentiellement pour les familles du Sud, souvent victimes de traumatismes, de dommages psychiques, physiques et économiques. C'est ainsi qu'il y a des associations de psychologues, de médecins, d'avocats, de conseillers financiers, d'assistants sociaux, de spécialistes en massage et en relaxation qui ont offert généreusement leurs services et qui continuent à les offrir. Par ailleurs, tout ce volontariat, que ce soit pour les soldats ou la population civile, est souvent le fruit d'initiatives privées. Mais il y a parfois également des associations ou des groupes organisés qui prennent ça en main. Volontairement, je n'ose pas les citer de crainte d'en omettre quelques-uns. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont impliquées. Certaines de ces associations sont également subventionnées par de généreux donateurs qui vivent soit en Israël, soit en dehors d'Israël.
Toutes ces initiatives volontaires, généreuses et spontanées réchauffent le cœur de chacun, renforcent nos soldats et leurs familles et témoignent de la grandeur de notre peuple. Tel qu'il est écrit dans la Torah, dans le livre des Nombres, qu'elles sont belles tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël. C'est formidable d'avoir un peuple comme ça. Dans 2 jours, nous allons allumer la bougie de Hanouka. La Hanoukia nous rappelle le miracle de la fiole d'huile, grâce auquel la menorah du temple resta allumée pendant 8 jours et devint le symbole d'héroïsme pour le peuple juif. La fête de Hanouka symbolise le combat du peuple juif contre l'assimilation forcée, le combat pour la survie spirituelle du judaïsme et de son identité face aux autres courants de pensée. C'est la lumière de la vie juive que les Grecs voulaient éteindre définitivement. Hanouka nous offre une leçon de courage, celui d'une minorité luttant avec acharnement pour défendre ses propres valeurs, préserver sa culture, ses traditions et son identité. Cette année, les lumières de Hanouka vont également nous rappeler notre combat actuel, qui n'est pas contre les Grecs, mais contre le Hamas, qui a tenté d'atteindre et d'éteindre définitivement la lumière de la vie juive. Pour illustrer mon intervention, j'ai préparé une petite présentation que je vais vous montrer tout de suite et que j'ai intitulée « La lumière de Hanouka 2023 ». Dans cette présentation, ce sont des petits actes de cet ordre-là que nous allons voir aujourd'hui. Des petits gestes qui ont symbolisé tout au long de l'histoire la foi et le courage du peuple juif pour préserver sa particularité et son identité. Et cela, quel que soit son niveau de religiosité. Mais auparavant, je voudrais vous faire part d'une constatation, d'une réflexion. En temps de guerre, nous accédons tous, et cela malgré nous, à un autre niveau de vie. Et hier encore, chacun de nous était préoccupé par son petit confort personnel. Puis brusquement, nous sommes passés d'un niveau de vie privée à un niveau de vie collectif. Au cours de ces dernières semaines, cela est évident et cela se traduit par un sentiment d'unité, de dévouement, de solidarité et d'engagement que nous pouvons observer et sentir à travers toute la nation, particulièrement chez nos chers soldats. Pendant cette période, chacun fait abstraction de soi pour laisser la place à une responsabilité bien plus grande envers la collectivité, le clan Israël. La barbarie sauvage des événements de Simchat Torah le 7 octobre, loin d'engendrer la déstabilisation de la société israélienne telle que le prévoyaient nos ennemis, semble au contraire y avoir provoqué comme un renforcement de l'identité hébraïque, identité héritière de 3000 ans. 3000 ans d'histoire, 3000 ans de combat contre toutes les formes de mal et en recherche d'une humanité conforme au projet moral du Créateur. Je vais maintenant vous montrer la présentation. J'espère que vous voyez. Oui? OK. Alors, puisque vous voyez, je vais, comme je vous l'ai dit, je l'ai intitulé « La lumière de Hanouka 2023 ». Et pour cette présentation, vous voyez le drapeau d'Israël et vous voyez aussi une Hanoukia. Cette Hanoukia est une Hanoukia très spéciale qui a été réalisée par un enfant que je ne connais pas. Dans cette Hanoukia, vous pouvez voir les 9 villes et villages qui ont été attaqués le 7 octobre. Cet enfant a marqué le nom de chacun d'eux sur une des branches de la Hanoukia. Re'im, Kerem Shalom, Zikim, Sderot, Kfar Aza, Be'eri, Nachal Oz, Cholit, Nirim. Et si vous voyez en doré, il a choisi dans chaque branche une lettre. Et ces lettres ensemble forment ce que j'ai écrit en bas, Am Israël Chai. Le peuple d'Israël vivra. Nos ennemis ont essayé de détruire ces endroits, mais ces endroits se tiennent aujourd'hui fiers, ces endroits vont allumer des bougies et ces endroits clament haut et fort que le peuple d'Israël continuera à vivre.
à Simchat Torah, le 7 octobre 2023. Nous sommes tous partis à la synagogue endimanchés et tous émus pour cette nouvelle année qui venait de commencer, cette fête de Sukkot qui venait de terminer et la perspective encore d'une belle fête avec nos Sifrei Torah et de pouvoir danser, chanter avec nos Sifrei Torah, les enfants qui arrivent à la synagogue et qui font partie de la fête, qui dansent sur les épaules de leur père et qui reçoivent des friandises. Tout était à la fête lorsque la sirène a retenti. Que s'est-il passé? Le massacre, la haine, la cruauté et la barbarie sont arrivés en Israël. Cette opération consiste en une série d'attaques terroristes lancées depuis la frontière entre la bande de Gaza et Israël par le Hamas, qui a été appuyée par le djihad islamique palestinien, le Front populaire de libération de la Palestine et le Front démocratique pour la libération de la Palestine. Après le tir de plusieurs milliers de roquettes Qassam sur Israël, la barrière entre la bande de Gaza et Israël est défoncée et plus de 3000 assaillants palestiniens envahissent plus de 20 villes et kibboutz de l'enveloppe de Gaza. Par voie de terre, de mer et d'air, faisant plus de 1200 morts, dont au moins 40 de nationalité française, et perpétrant des viols de masse et d'autres atrocités et destructions, avant de prendre quelques 240 civils israéliens et étrangers en otage. Aujourd'hui, nous avons encore 137 otages. Cette attaque sans précédent dans le conflit israélo-arabe, avec un nombre de morts et d'otages inédit dans l'histoire d'Israël, ainsi que des scènes d'horreur qui renvoient les Israéliens aux pages sombres de l'histoire juive, alors qu'ils les croyaient révolus avec la création de l'État, représente aujourd'hui un traumatisme et marque un tournant historique. Malgré toutes les grandes déclarations le lendemain de la Shoah, le monde ne condamne pas unanimement le Hamas. Pourtant, il s'agit bien d'un crime contre l'humanité. Elie Wiesel, le survivant de l'Holocauste et qui a été associé à la phrase, l'a également utilisé dans son sens universel. Plus jamais ça. Plus jamais ça devient plus qu'un slogan. C'est une prière, c'est une promesse, un vœu. Plus jamais il n'y aura la glorification laide, sombre de la violence de base. C'est ce qu'a écrit le lauréat du prix Nobel en 2012. Je ne sais pas ce qu'il dirait s'il était présent aujourd'hui. Malgré les déclarations et les slogans, la majorité des pays persistent dans leur mutisme et ne condamnent pas le Hamas. Où sont donc tous les organismes des droits de l'homme? Peut-on passer sous silence le rapt de nourrissons, d'enfants, de femmes, d'hommes, de personnes âgées et même très âgées? Pourtant, la Déclaration des droits universels de l'homme précise, entre autres, que tout individu a droit à la vie, la liberté et à la sûreté de sa personne. Elle dit aussi que nul ne sera soumis à la torture. Il est écrit aussi que toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Il est également écrit que toute personne a droit au repos et au loisir. Où sont donc passés tous ces organismes? Pourtant, ce mois-ci, précisément ce mois-ci, il y a eu des dates historiques qui auraient mérité d'être mentionnées et où les massacres auraient dû être rappelés. Le 20 novembre 1989, les Nations Unies adoptaient à l'unanimité la Convention relative aux droits de l'enfant. Les droits de chaque enfant du monde étaient désormais reconnus par un traité international ratifié de 197 États. Depuis, le 20 novembre a été déclaré Journée internationale des droits de l'enfant, un temps fort que l'UNICEF célèbre chaque année. Cette année, le 20 novembre, il n'y a pas eu un mot sur les enfants qui ont été pris en otage par le Hamas.
Et puis, il y a une autre date aussi historique. Cette date historique a été aussi le 29 novembre. Le 29 novembre, qui est la journée aussi des droits de la femme. Pourtant, là aussi, pardon, le 25 novembre, rien n'a été dit. Rien n'a été dit. Et après un silence de 2 mois, l'Organisation des femmes à l'ONU a finalement condamné les actes horribles de violence et d'agression sexuelle pendant les attaques du Hamas contre Israël. Yair Shahar, directrice du lobby For War Against Violence, critique la déclaration tardive, soulignant que cela ne suffit pas pour effacer la honte de cette attitude, tout simplement parce que les victimes sont israéliennes. Alors qu'on connaît les mouvements féministes qui, pour n'importe quoi, sortent, crient, manifestent. Là, c'était un silence parfait. 2 mois de silence. Et après, une petite déclaration du bout des lèvres. Peut-être vont-ils se rappeler, le 10 décembre 1948, il y a eu aussi la Déclaration universelle des droits de l'homme. Peut-être à ce moment-là vont-ils condamner les actes du Hamas. On attendra le 10 décembre, encore dans 5 jours, pour voir ce qui va se passer. Mais on peut remarquer aussi que la Croix-Rouge a brillé par son absence. Pourquoi n'a-t-elle pas été présente et rendu visite aux otages? Sa vocation est-elle d'assurer uniquement les transports? Lorsque les otages sont libérés, alors ils les prennent en ambulance. C'est le rôle de la Croix-Rouge? Il y a vraiment beaucoup de questions qui se posent. Et par contre, nous avons droit aussi à des pays qui nous montrent leur soutien, qui le manifestent, des messages qui sont envoyés, des messages chaleureux, tels que ce petit papillon qui raconte l'histoire et la victoire d'Israël et l'espoir. Et puis, certains pays, mais trop peu, mais trop peu. Malgré cela, en Israël, sans hésitation, c'est la mobilisation générale. C'est la mobilisation générale et tout le monde est prêt, tout le monde est prêt, tous pour un et un pour tous. Tel que je l'ai dit déjà, la barbarie sauvage des événements de Simchat Torah du 7 octobre, loin d'engendrer la déstabilisation de la société israélienne, comme le prévoyaient nos ennemis, semble au contraire y provoquer un renforcement de l'identité hébraïque, identité héritière de 3000 ans. En temps de guerre, la priorité n'est plus au privé, mais au collectif. Et cela se traduit par un sentiment d'unité, de dévouement, de solidarité et d'engagement que nous constatons dans toute la nation et particulièrement chez nos soldats. Tel que je vous l'ai raconté, on voit ici la population qui s'est portée volontaire pour apporter de la nourriture à nos soldats. Mais la nourriture, ce n'est pas uniquement des petits sandwichs sur la route. Il y a effectivement des petits sandwichs qui sont pratiques à prendre, mais il y a aussi des assiettes qui sont faites, il y a aussi des plats complets qui sont faits, avec tellement d'affection. Et en même temps, il y a des repas qui sont pour les végétariens, et puis d'autres pour certains qui ont des allergies. Tout a été pris en considération. Et vraiment, c'est formidable de voir les héros d'Israël jusqu'à aujourd'hui, qui sont pleins de volontaires et qui sont prêts à accueillir nos soldats, qui soient en route pour la base ou en route pour rentrer à leur domicile. Ces volontaires travaillent jour et nuit. Ils travaillent des fois, ils ont installé des cuisines de fortune dehors, mais ils travaillent aussi dans des cuisines d'écoles, de yeshivot, de structures existantes, et ils amènent les nourritures sur les routes. Il y a tout un service aussi de personnes qui voyagent et qui amènent tout cela à nos soldats. Tel que je vous l'ai dit, il y a aussi l'aide aux familles des soldats. Et puis, on peut voir ici qu'il y a d'une part les chalotes tels que je vous en ai parlé. Il y a aussi des petits jeux qui sont envoyés pour les enfants dans les familles. Il y a des activités qui sont organisées uniquement pour les mamans, des activités un peu créatrices pour leur permettre un petit peu de se relaxer, de se détendre. Et n'oublie pas aussi les parents des soldats. Eux aussi ont besoin d'avoir un petit réconfort et il y a aussi des petites activités pour eux. Et puis, il y a des spectacles pour les familles de soldats qui sont à l'armée.
Et il y a plein d'artistes qui viennent, qui se portent volontaires pour offrir des spectacles aux familles et en même temps, les chanteurs vont sur les fronts et chantent aussi à nos soldats. Tel que je vous l'ai dit, nous avons très rapidement organisé des garderies d'enfants dans les hôtels, dans les écoles ou hôpitaux. Vous pouvez voir sur la photo du milieu en haut, prendre une salle d'hôtel et l'aménager en crèche, c'est pas du tout évident à tout point de vue. Et pourtant, on l'a fait, et pourtant, on continue à le faire, et on ne fait que s'améliorer tous les jours. Au début, ça a été très important parce que ça nous a permis, tel que je vous l'ai dit, de pouvoir accueillir essentiellement les enfants du corps médical et du corps éducatif. Et maintenant, ça nous permet aussi d'avoir des structures pour les enfants des populations qui ont été déplacées. Et puis, par ailleurs, il y a eu aussi beaucoup d'initiatives privées. Il y a des personnes qui ont compris que très rapidement, il fallait s'occuper des enfants qui ont vu leur père partir rapidement, des enfants qui ont entendu ces sirènes et qui ne font pas partie de la population déplacée, mais qui sont aussi concernés. Donc, il y a eu très vite des structures qui ont été organisées, mais il fallait faire attention parce que après les sirènes qui ont retenti, il fallait à chaque fois que ce soit organisé selon un certain nombre d'enfants et très proche d'une pièce d'une pièce protégée qui pouvait les recevoir. Donc c'est ainsi qu'il y a eu des activités qui ont été faites dans les maisons, des activités qui ont été faites dans les jardins. Il y a eu des activités qui ont été faites aussi dans les rues où il n'y avait pas de voiture et très proche aussi de ces abris. Vous pouvez voir des enfants qui jouent, vous pouvez voir des enfants qui peignent. Et toutes ces activités ont été d'un grand secours et pour les enfants et pour les mamans et qui ont réconforté les parents au front. Et puis, les joies ne sont pas oubliées. Même dans cette situation, même si nous sommes en guerre, nous ne devons pas oublier, nous devons continuer de vivre et continuer de fêter nos joies. C'est ainsi que les enfants qui ont leur anniversaire, on fête les anniversaires et vous pouvez voir aussi des mariages. La première photo de mariage, ce sont un soldat et une soldate qui sont à l'armée. Cette soldate n'a pas eu de robe de mariée quand elle s'est mariée. Elle a juste eu un petit voile symbolique sur sa tête et c'est comme ça qu'elle a été mariée. Et puis en bas, vous pouvez voir une mariée qui a pu arriver effectivement avec une robe. Mais tout ça, ça se passe dans les bases et très rapidement. Sur la photo du milieu, lorsque vous voyez ce soldat avec son téléphone à la main, ce soldat assiste à la Brit Mila, à la circoncision de son fils qu'il ne connaît pas encore, son fils qu'il n'a pas encore vu. Mais du front, il entend le rabbin, il suit la Brit Mila et il pourra annoncer le nom de son enfant et il pourra lui aussi dire les bénédictions en tant que père. Sur la photo d'en bas, c'est un enfant qui fête sa bar mitzvah. Il fête sa bar mitzvah et son père a été blessé au combat. Il y a une ambulance qui a été affrétée. Ils ont amené le père à la synagogue et le père a pu assister à la bar mitzvah de son fils. Et la petite poupée que vous voyez à droite fête ses 10 ans et on continue. On continue la fête et on continue à chaque occasion, se réjouir à chaque occasion. Et par ailleurs, parallèlement, nous avons un œil qui rit, un œil qui pleure. On vit la douleur de nos otages qui ne sont pas encore là. Une partie est arrivée. Dès qu'il y a des otages qui viennent, c'est une grande émotion pour tout le peuple. Chacun partage cette émotion, cette joie de chaque personne qui revient. Et parallèlement, on prie aussi pour ceux qui ne sont pas arrivés. Vous voyez un appel pour dire des télim. Chacun à sa manière prie. D'autres allument des bougies, d'autres font d'autres choses. Chacun fait ce qu'il pense qu'il doit faire de manière à essayer de rapprocher la venue de ces otages. À Tel Aviv, tel que vous pouvez le voir, il y a une grande table avec des couverts qui a été dressée. Et chaque couvert est un couvert d'otages qui n'est pas encore rentré et qu'on attend. Vendredi dernier, il y a eu à Tel Aviv 150 Sifrei Torah, 150 livres de Torah, rouleaux de Torah qui sont venus, qui ont été amenés. Il y a eu une très grande cérémonie, très émouvante.
Et chaque Sefer Torah représente une des personnes qui est en otage. C'était très émouvant aussi, parce que sur cette même place de Tel Aviv, il n'y a pas très longtemps encore, il y avait des dissensions dès qu'on parlait de Torah ou dès qu'on parlait de prière. Et là, le peuple s'unit pour demander de toute manière possible que les otages soient vite rendus et que nos soldats rentrent en bonne santé du front. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours comme ça. Et chaque jour, nous apprenons des nouvelles difficiles. Et je dois vous dire que nous n'avons pas uniquement des noms. Chaque personne qui tombe, que nous la connaissions ou la connaissions pas, est notre enfant, est un enfant d'Israël. Et il y a des milliers de personnes qui accompagnent chaque soldat à sa dernière demeure. Il y a des milliers de personnes qui vont présenter leurs condoléances aux familles, qu'elles les connaissent ou qu'elles ne les connaissent pas. Nous sommes tous frères et nous avons besoin tous de nous réconforter les uns les autres. En ce qui concerne la population qui a été déplacée, telle que je vous l'ai dit, dans les hôtels notamment, il a fallu très rapidement faire des appels à la population pour essayer de leur fournir un minimum dont ils auraient besoin. C'est-à-dire qu'à l'hôtel, ils sont nourris, logés, mais ils avaient besoin de vêtements. Et la population est venue pour amener des vêtements pour les personnes de tous les âges. Ils avaient besoin de jeux pour les enfants, de livres, etc. Donc, chaque personne amenait ce qu'elle considérait être bon pour pouvoir aider ses familles qui avaient tout laissé derrière eux. Et un des problèmes essentiels qui s'est posé aussi, c'est le problème de la lessive. Les familles sont effectivement nourries, logées, mais il faut aussi, au quotidien, s'occuper de la lessive. Et il y a aussi des volontaires qui sont là pour la lessive, qui viennent régulièrement, qui prennent des sacs de lessive, qui les lavent et qui les ramènent. Et c'est très émouvant de voir ce mouvement constant pour aider. Et puis, tel que je vous l'ai raconté tout à l'heure, il y a le volontariat à l'armée, le volontariat dans les bases militaires, et les personnes qui se portent volontaires remplacent les soldats qui sont partis au front. Et tout travail est important. Toute cette manutention est importante et aide à l'armée et aide au pays. Il y a aussi une aide matérielle aux soldats, étant donné que les soldats, beaucoup de soldats sont arrivés sur le front. Il fallait aider aussi bien au niveau alimentaire que d'autre part fournir du matériel, que les soldats maintenant à l'approche de l'hiver, des vêtements chauds pour les soldats. Et puis il y a des personnes qui sont très créatives et qui ont essayé de penser au bien-être des soldats. Et c'est comme ça que vous pouvez voir en bas, il y a une personne qui a affrété un camion avec des machines à laver. Un des problèmes essentiels des soldats lorsqu'ils sont très longtemps sur le front et ne reviennent pas à la maison, c'est la lessive. Et donc, je ne sais pas comment est-ce qu'il a fait, il a branché tout ça sur un générateur, etc. et tout, et il est arrivé avec ses machines à laver, les soldats viennent, mettent leur lessive et reprennent leur linge propre. Et puis, il y a d'autres aussi qui sont venus et qui ont amené des douches aux soldats. Maintenant, ce n'est pas uniquement la douche, c'est la douche avec de l'eau chaude. Là aussi, c'est toute une logistique formidable et remarquable. Et puis cette année, il y a eu encore quelque chose de très particulier. Il y a des personnes qui ont amené un sauna aux soldats. Et donc, vous voyez ce soldat qui est en train de se réjouir dans l'eau chaude. Là, j'avais pas de photos, mais j'ai vu des photos aussi où il y avait plein de mousse et tout. Et c'est formidable. Et c'est formidable de voir encore ces personnes qui ne savent pas quoi faire pour aider nos soldats et pour les renforcer. Et puis, une aide spirituelle aux soldats. Ce que vous voyez au milieu, c'est en fait une mezouza. Mezouza, c'est ce qu'on met sur le linteau de la porte. Et cette mezouza, les soldats l'ont trouvée il y a quelques jours à Gaza. Maintenant, vous voyez que cette mezouza a la forme d'une fiole et qui rappelle la fiole d'huile et l'héroïsme des Maccabées. Et ils ont été extrêmement émus parce qu'ils l'ont senti comme un petit bonjour des Maccabées qui nous rappelle qu'à chaque génération, il y a un ennemi qui veut notre destruction et qu'aujourd'hui,
Ces soldats qui ont trouvé cette fiole, cette mezouza, ce sont eux les héros de l'histoire. Maintenant, les soldats aussi, quand on se retrouve au front, tout d'un coup, tel que je vous l'ai dit, quand on quitte son quotidien, on se pose aussi beaucoup de questions à plusieurs niveaux. Et on se pose des questions et on cherche aussi des réponses. Je vois dans l'unité de mon gendre, par exemple, il m'a dit, je suis partie, j'étais le seul à mettre des téphilines, des phylactères, mais tout d'un coup, chacun a voulu les mettre aussi. Et il y a d'autres soldats qui découvrent d'autres choses et qui demandent d'autres choses et qui posent des questions et qui veulent savoir davantage. Donc, il y a des personnes qui viennent et qui donnent des conférences et des cours. En bas, celui qu'on voit de dos, c'est le Rav Uri Cherki, que vous connaissez tous, mais il y a aussi des conférenciers qui viennent d'université. Aujourd'hui, j'ai lu un témoignage très émouvant. J'ai vu qu'il y avait un soldat qui étudie au Machon Lev, qui est un institut académique, et puis il lui manquait un examen pour avoir son diplôme. Alors son professeur est arrivé sur le front, et puis il y a fait passer un examen oral pour que ce jeune ne rate pas son année académique et qu'il ait son diplôme malgré tout. Et on voit des initiatives merveilleuses. Le volontariat agricole, tel que je vous l'ai dit, grâce aux mains de tous ces volontaires, l'économie du pays est maintenue et nous avons tous les jours à boire et à manger. Et puis, il y a aussi le volontariat industriel, mais essentiellement alimentaire. Je veux dire, s'il nous manque des pneus de voiture, c'est pas aussi grave que s'il nous manque des œufs ou du lait dans les supermarchés. Et puis au milieu, j'ai mis une photo d'un jeune. Je lui ai demandé l'autorisation de l'intégrer dans cette présentation. Ce petit jeune que vous voyez travaille dans une pizzeria. Il a 15 ans. C'est lui qui tient la pizzeria. Son père n'est pas là. Il est parti au front. Ce petit jeune de 15 ans sait tout faire à la pizzeria. Il prépare la pâte, il connaît le temps de cuisson, il prépare les pizzas. Il est capable de faire des pizzas telles que vous voulez, avec tout ce que vous voulez, mais il est aussi très prudent parce qu'il vend aussi des pizzas sans gluten. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Lui, c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres jeunes comme ça qui maintiennent tout le pays grâce à leur volonté et grâce à, au savoir qu'ils mettent à notre disposition. Il y a eu aussi le logement tel que je vous en ai parlé. Et puis, il y a des appels dans toutes les familles, dans tous les quartiers, pour essayer d'accueillir les familles du Nord et du Sud. Parce qu'il y a des familles, telles que je vous l'ai dit, qui sont dans des hôtels ou qui sont dans des appartements ou dans des cimetières, dans des caravanes. Mais malgré tout, ce sont des familles qui ont perdu tous leurs amis, pour l'instant qui sont un peu isolés. Et donc, il y a tout un mouvement pour essayer de prendre contact avec eux, de les intégrer, de voir, de les inviter. Donc, c'est encore d'autres initiatives. Les transports en commun, tels que je vous l'ai raconté tout à l'heure. Donc, il y a les transports gratuits sur Jérusalem pour les personnes qui sont là. Et puis, il y a le petit message vocal qui fait très, très chaud au cœur. Et puis, il y a certains bus aussi, tels que vous le voyez en bas, où ils rappellent tout le temps nos otages. Nos otages sont rappelés en permanence partout, que ce soit sur les bus, que ce soit dans les rues, sur des poteaux d'affichage, partout. C'est ici, c'est le volontariat professionnel tel que je vous en ai parlé. Et je vous ai montré ici, je vous ai mis un exemple de cellules d'aide psychologique, mais il y en a aussi dans tous les domaines tels que je vous l'ai signalé. Et puis, d'autre part, il y a les familles qui ont été déplacées et ces familles déplacées il y a eu environ 250 000 personnes, telles que je vous l'ai dit, et qui ont été relogées dans les hôtels. La plupart des enfants de leurs enfants ont été intégrés dans des structures existantes, mais, mais pas tous. Et il y a encore une grande quantité d'enfants qui sont pas encore intégrés. On évalue qu'il y a à peu près encore 25 000 enfants. Et donc, le ministre de l'Éducation
a décidé d'ouvrir, avec 30 millions de shekels qui sont investis, d'ouvrir des structures scolaires temporaires. Maintenant, quand je vous dis des structures scolaires temporaires, c'est-à-dire qu'il faut mettre tout sur place, il faut mettre les classes sur place, avec le personnel, avec le matériel, ne sachant pas pour combien de temps. Est-ce que ça va être pour une semaine? Est-ce que ça va être pour un mois? Pour 3 mois? Personne ne sait. Mais on vit d'une part au jour le jour, on sait que ça risque d'être très limité, mais en même temps, quand on construit, on essaie de construire à long terme. Et d'autre part aussi, il y a aussi une chose extraordinaire, c'est que chaque famille qui a été relogée a été prise en charge par le gouvernement et au niveau de son logement ou dans les hôtels. Et en plus, chaque famille a aussi une subvention journalière pour chaque membre de la famille, ce qui est aussi remarquable et formidable. Et puis, là, je voudrais vous parler de petits gestes, mais de grands hommes. On va commencer du côté droit. Vous voyez les soldats dans le bus et puis le chauffeur avec une chemise blanche. Ce chauffeur de bus est passé devant un arrêt de bus et puis il a vu qu'il y avait plein de soldats qui avaient raté le dernier bus. Alors, il a téléphoné à son chef de travail et il a demandé l'autorisation de prendre ces soldats. Il a eu l'autorisation et il a pris chacun des soldats jusqu'à son domicile. C'est l'histoire d'un chauffeur. Maintenant, on va continuer en bas. Vous voyez en bas, il y a un billet de 50 shekels. Il y a une famille qui habite dans le sud, donc qui a laissé sa maison, et puis il y a un père qui a demandé à un de ses fils d'aller lui chercher quelques vêtements de la maison. Donc il est parti, et lorsqu'il est parti, à sa grande surprise, il découvre sur la table ce billet d'argent avec un petit billet écrit. Et sur le billet écrit, il y avait marqué nous avions besoin de vin pour le kidouche de Shabbat. Nous nous sommes permis de prendre une bouteille que nous avons trouvée chez vous et ce billet est pour vous dédommager. Ce sont des soldats qui étaient là. Maintenant, à gauche, en haut, vous voyez les ballons. Ces ballons, ça a été fait dans un hôtel à Jérusalem. Je dois vous dire que le personnel de l'hôtel est remarquable et extraordinaire avec toutes les familles qui ont été déplacées. C'est vraiment, ça fait chaud au cœur de voir ça. Et puis dans un hôtel, il y a les familles qui ont pris une initiative. Elles ont décidé qu'un jour, ce sont elles qui allaient offrir tous les services au personnel de l'hôtel. Et donc, ils sont partis, ont cuisiné, etc. et tout. Et puis, ont servi, ont décoré la salle à manger. Et c'est eux qui ont servi le personnel de l'hôtel. C'était une sorte de reconnaissance. Et puis en bas, vous voyez des soldats qui sont bien, qui sont bien occupés. Ces soldats-là sont arrivés dans le sud, dans un des villages que nous avons vu et qui a été attaqué. Et leur pied-à-terre a été un jardin d'enfants. Donc, de ce jardin d'enfants, ils partaient, ils faisaient leur mission, ils revenaient, ils dormaient selon ce qu'ils avaient trouvé, mais en tout cas, c'était leur pied-à-terre. Et là, ils doivent aller dans un autre endroit pour d'autres missions. Mais ils ont décidé qu'avant de quitter comme ça, ils voulaient remercier les enfants. Et ils ont décidé de leur laisser des dessins. Et chacun d'entre eux a dessiné un dessin pour les enfants de ce jardin d'enfants avant de le quitter. Et là, je voudrais conclure avec Manitou. Avec Manitou, et je voudrais pour cela vous citer dans la parole et l'écrit. Manitou parle du noarisme. Le noarisme, c'est les enfants de Noach qui, eux, sont soumis à cette loi et pas aux 613 commandements comme nous. Et Manitou écrit le projet du noarisme, selon l'enseignement traditionnel, était que toutes les nations du monde participeraient non pas à une religion universelle, mais à la loi de la morale universelle. Le noarisme ne se présente pas comme une religion, mais comme une morale universelle au sein de laquelle un peuple de prêtres
et dépositaire de l'hébraïsme, la religion hébraïque. Selon cette vision, toutes les nations du monde finiront par être comme les tribus d'Israël, au sein desquelles Israël serait la tribu de Lévi. À la sortie d'Égypte, ce rêve de l'universel, Israël et l'humanité, a été brisé et différé à la fin des temps. Et cela pour deux raisons. L'une intérieure, que la Torah décrit avec une précision et une vérité impitoyable de lucidité. Le peuple des Hébreux, sorti d'Égypte, n'était pas encore capable d'être le peuple de prêtres qu'il était voué à être. Mamlechet Kohanim vegoy kadosh, assemblée de prêtres et peuple saint. Il avait lui-même besoin de prêtres. Les tribus d'Israël avaient elles-mêmes besoin de la tribu de Lévi. C'était la raison intérieure. Et la raison extérieure, c'est que les nations ont refusé. C'est ce qu'on trouve dans la parole et l'écrit à la page 478. Maintenant, la Hanoukia que vous voyez est la première Hanoukia qui a été amenée à Gaza. Et donc, à Gaza, cette lumière va être allumée. Cette année, cette lumière actuelle de Hanouka a deux fonctions essentielles. Une interne au sein du peuple avec un message très fort. Un peuple uni, sans être uniforme. Et nous le prouvons en ce moment. C'est aussi ce qu'il y avait avec les tribus d'Israël. Chacune d'entre elles avait sa spécificité et ensemble, elles constituaient le peuple d'Israël, Am Israël. La deuxième fonction de cette lumière est extérieure. Israël, de par sa confrontation au mal, rappelle aux nations la loi de l'amour à l'universel. Le Hamas a commis un crime contre l'humanité à travers ses actes de barbarie, en cachant ses armes sous les hôpitaux, des structures scolaires, sans aucune considération ou pitié pour des malades ou des enfants. Les yeux du monde sont rivés vers nous, car ils savent qu'ils sont également concernés et que tôt ou tard, ce même fléau frappera à leur porte. Si ces actes ne sont pas condamnés d'une manière unanime aujourd'hui et combattus jusqu'à être enrayés, ils risquent de rester tapis à la porte des nations. Israël a pour vocation d'être une société modèle, une lumière parmi les nations, selon l'expression favorite du père de la nation David Ben-Gurion. Israël est soumis aux 613 commandements. Mais il doit rappeler aux nations qu'elles soient soumises aux 7 lois noachit, aux 7 lois de Loé. Quelles sont ces 7 lois? Ne pas tuer, ne pas voler, interdit de relations immorales, ne pas blasphémer, interdiction d'idolâtrie, ne pas consommer une partie d'un animal encore vivant et instaurer des tribunaux. Nous vivons aujourd'hui une période difficile de l'histoire d'Israël, mais avec un peuple comme le nôtre, tel que le chante si bien notre chanteur Yoram Gaon, qui a 84 ans, n'hésite pas à se déplacer dans toutes les bases d'Israël pour encourager nos soldats et s'adresser à nos ennemis, adresser à nos ennemis les paroles de Naomi Shemer. Vous ne pourrez pas nous vaincre. Lo tenatzru oti. Et maintenant, je vais demander à Johan. Johan, tu veux bien nous mettre la vidéo, s'il te plaît? Merci. בחלוני אני רואה רחוב כמו נהר גואה ואנשים לעבודת יומם הולכים ותינוקות של בית רבם עם הילקוט שעל גבם ובידיהם כמה אלפי ההדס פורחים פתאום זה בא ומתבהר ולעצמי
אני אומר, לא, לא, לא תנצחו אותי, לא מנצחים אותי כל כך מהר. לא, לא, לא תנצחו אותי, לא מנצחים אותי כל כך מהר. בחלוני אני רואה מטוס ממריא, מטוס דוהר, הוא מתחבא בעננים הרחוקים. אני שומע מכונה במנגינה הנכונה שמתגלגלת בחוצות ובשווקים, אבל פתאום זה מתבהר ולעצמי אני אומר, לא, לא, לא תנצחו אותי, לא מנצחים אותי כל כך מהר. לא, לא, לא תנצחו אותי, לא מנצחים אותי כל כך מהר. בחלוני אביב נסתר ביום גשום, ביום שרב, ואור בחושך ויחיד ומקהלה. זה מתערבב, זה מתערבב, שירי קינה, שירי הלב, ולפעמים זו המולה אחת גדולה. אבל פתאום זה מתבהר ולעצמי אני אומר, לא, לא, לא תנצחו אותי, לא מנצחים אותי כל כך מהר. לא, לא, לא תנצחו אותי, לא מנצחים אותי כל כך מהר. לא, לא, לא תנצחו אותי, לא מנצחים אותי כל כך מהר. לא, לא, לא תנצחו אותי, לא מנצחים אותי כל כך מהר. לא מנצחים אותי כל כך מהר. Un grand merci, Bella. תודה רבה. Merci. Si vous avez des réflexions, des questions, j'ai choisi ce clip parce que je trouve qu'il représente tout le peuple d'Israël. On voit des personnes d'origines différentes qui sont venues de tout pays, qui sont montées de tout pays, des garçons, des filles, des jeunes, des moins jeunes, et beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté et beaucoup de force et de courage. Merci voilà. beaucoup, Bella, parce que je trouve que c'est très important. On a une chance extraordinaire de faire partie de ce peuple qui est vraiment formidable. Et c'est dans ces moments les plus difficiles qu'on voit sa grandeur. Mais c'était très important de le dire, il faut que tout le monde le sache. Nous sommes très heureux de faire partie de ce peuple, très heureux d'être en Israël. C'est un peuple extraordinaire, il fallait le dire. Voilà. Je veux ajouter, Brigitte, que non seulement c'est un peuple extraordinaire, mais qu'on a aussi un gouvernement extraordinaire. Et je sais qu'il y a toujours en Israël, il y a toujours des critiques à droite, à gauche. Mais je peux vous dire que, de mon expérience personnelle, lorsque j'ai quitté l'Algérie et que je suis arrivée en France, j'ai été cueillie d'une manière très, très, très différente, alors que c'était la France, le pays de liberté, égalité, fraternité. Je vous promets qu'il n'y avait pas ni de liberté, ni d'égalité et ni de fraternité. Et je me rappelle, j'étais très jeune, j'étais encore enfant, et je vois aujourd'hui comment, avec quel respect cette population qui a été déplacée est considérée. Je vois ils arrivent dans des hôtels, les hôtels dans lesquels ils arrivent, ce sont pas des petits hôtels de dessous, des hôtels de 4 et 5 étoiles, avec un service extraordinaire. Mais il y a tellement de respect pour l'individu et un pays qui sait respecter ses habitants comme ça, c'est formidable. Un pays qui sait solliciter ses habitants pour voir quels sont ses besoins, parce qu'ils savent très bien qu'il y a des besoins à tout point de vue, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau médical, que ce soit au niveau psychologique, que ce soit au niveau éducatif. Et je suis sur place, je les vois.
Je les vois en permanence. Je vois dans les hôtels comment. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et non seulement je suis fière de ce peuple, je suis fière de cette organisation, je suis fière de ce gouvernement, je suis fière de tout ce qui est fait et de notre armée. C'est formidable. Notre armée, c'est extraordinaire. Je vais vous donner un exemple. Il y a mon gendre qui est rentré il y a 2 jours pour 48 heures. Et il était très mal à l'aise en pensant à ses amis qui sont restés au front. Je veux dire, c'est formidable. Cette solidarité qu'il y a entre chacun, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et vraiment, nous avons une chance inouïe. Et j'espère que nous arriverons à surmonter cette épreuve le mieux possible et que nous pourrons continuer pour un monde meilleur de partout à travers le monde. Amen. Et Toda Rabba. Toda et bonne fête à tous. Bonne fête. Amen. Que vos foyers soient illuminés d'espoir et que de bonnes choses pour l'avenir de l'humanité. Amen. Chag Sameach. Amen.